Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci de commencer la semaine avec nous. Au sommaire, une actualité chargée. Pour en parler avec nous, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors dans cette édition, nous reviendrons notamment sur les événements du week-end qui a été marqué par de nouvelles expulsions, également des agressions, sans oublier cette course de pneus qui à peine commencé a dû être annulée. On en parle notamment à la fin de ce journal, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 6 juin. Ce week-end avant le début du mois sacré de Ramadan aura été marqué par une multitude de vols, d'agressions et de tentatives d'assassinat. Si les liens avec les expulsions de Tanafoudeux sont évidents dans certains cas, pour d'autres, il semble que ce soit la délinquance qui franchit encore de nouveaux paliers. Explication. 102 policiers, 42 gendarmes. Parmi les mesures phares du plan Mayotte Sécurité pour tous, l'augmentation des effectifs des forces de l'ordre ont été saluées par une grande partie de la population. Mais qu'en pensent les principaux intéressés ? Nous avons rencontré les syndicats de police qui semblent loin d'être satisfaits. Les sourires d'enfants ont une nouvelle fois accompagné la 33e édition de la course de pneus. Malheureusement, beaucoup ne retiendront que l'arrêt de la course suite à des affrontements entre bandes rivales qui laissent à penser que plus aucun événement ne peut se tenir à Mamoudzou. Reportage. Nous vous en parlions lors de nos précédentes éditions. Ce coup de force opéré jeudi dernier par la préfecture qui, conformément à une décision de justice, a voulu frapper fort. Celle-ci en effet menait une vaste opération de destruction d'habitations illégales à Tanafoudeux et suite à laquelle près de 100 bangas ont été détruits. Mais depuis lors, des représailles semblent se multiplier. L'un des propriétaires du terrain a ainsi été victime d'une tentative d'assassinat, sans compter les agressions et autres incendies qui deviennent quotidiens. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Depuis jeudi et l'opération coup de poing menée par la préfecture à Tanafoudeux, l'État a bien du mal à assurer la sécurité des biens et des personnes dans le secteur. En effet, depuis lors, les représailles se multiplient et ont atteint des proportions très graves ce week-end. Ainsi, l'un des propriétaires du terrain, sur lequel près de 100 bangas ont été détruits, a été victime d'une tentative d'assassinat samedi soir chez lui. Le lendemain, l'homme nous raconte ce qu'il a vécu. Là, hier soir, vers 18h30, j'étais là avec ma femme et mon enfant. Il y avait une troupe de bandes qui sont venues avec des cailloux, des haches et des couteaux. Et ils ont cassé la porte en rentrant à l'intérieur pour nous tuer. En fait, j'ai eu la chance de protéger ma femme à l'extérieur au moment où il mettait le feu en me balançant des cailloux. J'ai pu arracher le réservoir de WC en les balançant vers eux. C'est là où ils ont mis le feu en disant que tu mourras là-bas. L'acte est criminel et fait suite à plusieurs agressions et autres incendies dans la zone. Même si Abdou refuse catégoriquement de céder à la peur. J'avais eu peur pour ma femme et mon fils, surtout mon fils qui n'a pas l'âge que nous, qui n'a pas eu sa vie, qui n'a pas fait bien sa vie. Et c'est là où j'avais peur. Mais moi, je n'avais pas peur de mourir. Je sais que je mourrai sans eux, c'est le bon Dieu qui me fera mourir, pas eux. D'ailleurs, je remercie la police, ils sont venus nous sauver. Je vais essayer de les réparer et revenir m'installer ici. J'ai peur à personne, je serai ici c'est chez moi. Je ferai tous les moyens de revenir. C'était pas la première fois ni la deuxième fois. Avant, ils m'ont agressé, brûlé. Et je suis revenu construire la maison avec ma femme et on s'est installé. Au-delà de cet événement, le week-end a été très agité, avec notamment un homme poignardé à Passamenti. Et cette nuit, c'est à Vétiver que 5 véhicules ont été incendiés, comme l'explique l'un des habitants de ce quartier de Cavani. Il y a des voisins qui ont vu des jeunes, 2 jeunes a priori, mettre le feu à une voiture.
Mais cette personne-là est un peu plus loin et a vu les choses de loin. Et nous, on n'a rien vu du tout. On s'est tous réveillés avec le bruit des voitures qui cramaient, quoi. On est sortis avec les différents voisins pour mettre les véhicules qu'on pouvait sauver. On a enlevé les scooters, on a enlevé les voitures qu'on pouvait sortir de là où il y avait les flammes. Voilà, après on a attendu un peu les pompiers sont arrivés et puis ça a bien mis, ils ont mis longtemps à éteindre le feu et puis voilà, quoi. Il s'agit somme toute vraisemblance là aussi d'un incendie criminel, même s'il est impossible de relier ces événements à ceux de Tanafoudeux. En revanche, en marge de la tentative d'assassinat d'Abdou, d'autres membres de sa famille ont été menacés, tandis que ce matin, les locaux de l'huissier qui a ordonné les expulsions jeudi ont subi des jets de pierre et autres bouteilles. Pas vraiment de quoi calmer les esprits. À noter que dans l'affaire de l'incendie de la tentative d'assassinat du neveu de Chiaboudine, un individu a été interpellé. Il serait également impliqué dans plusieurs affaires d'agression ayant eu lieu ces derniers jours. Et au-delà des événements graves qui se sont produits à Mamoudzou, le week-end a également été marqué par les expulsions qui se sont poursuivies à Tingoni, Ouangani, Bandrabois, mais aussi et surtout à Chikoni, où l'agitation a été réelle. En effet, dans ce village, l'arrivée d'un Kwassa a donné lieu à une course-poursuite entre clandestins, villageois et gendarmes. Plus tard, des expulsions ont eu lieu, le tout donc dans un climat particulièrement tendu. Les explications dans ce sujet signées à Bassalidi, Pierre Bellucci et Nathanaël Quignon-Fleuret. Vendredi, le tribunal administratif a rendu une décision de justice interdisant toute manifestation à Kanikeli. L'ordonnance a ainsi contraint le préfet de Mayotte à faire intervenir les forces de police et de gendarmerie nécessaires pour éviter que les expulsions se déroulent et garantir la sécurité des personnes et des biens. Mais samedi matin aux alentours de 6h30, c'est dans le village de Chikoni que l'agitation a été la plus grande à la suite de l'arrivée d'un Kwassa avec à son bord une vingtaine de passagers. Nous, on a vu ces gens-là dans les mangroves, ils sont descendus, les gens de Chikoni les ont chassés chez eux, ils sont venus vers chez nous, là on est en train de les attendre. C'est vraiment grave parce que eux ils viennent ici. Déjà ils gaspillent de l'argent pour prendre le kwassa. Après ils arrivent ici, imaginez ce qui est arrivé. On les court après, ils sont venus risquer leur vie. Et ils sont arrivés, mais ça ne sert à rien parce qu'ils ont juste vu Mayotte, mais après ils vont repartir chez eux de toute façon. L'alerte a été donnée, mais les candidats à l'immigration ont pu accoster, ce qui s'est traduit par une course-poursuite entre clandestins, villageois et gendarmes. Au final, le concours des militaires permettra d'appréhender une partie des étrangers en fuite, mais quelques heures plus tard, la colère était vive dans le village et des expulsions ont eu lieu. En effet, à Chikoni, des habitants excédés comme cet homme lient directement délinquance et immigration. Tangu ya vira baba mtsina haja na wae de barande lopitalo ara kondo jwa mwanangu ike amba ara asironga tu nafika mbari baba hasu mzungu afamtina haja tini mwanangu mwana mhodo beti ti tekeleza tuma mwanangu amba sa certificat tini lopitalo jour mstaki baheo. Aide-nous, il faut que ça cesse, Tellement on en a marre d'eux. Il faut que ça arrête chez eux, chacun pour soi mais Dieu pour tous. On vous dit, ouais, il faut que ça cesse. Jah love. Alors que la préfecture a mis en place un dispositif particulier pour lutter contre l'immigration, avec notamment la Légion étrangère postée à l'îlot Mtsamboro, les ressortissants étrangers ne semblent reculer devant rien, de quoi inquiéter encore la population. Apparemment, le préfet va annoncer, Frédéric va annoncer un détachement de la DLEM à l'îlot Mtsamboro, un Falcon qui allait survoler Mayotte, un bateau militaire qui allait surveiller cette passe. Mais aujourd'hui, est-ce que ces mesures-là sont efficaces ou pas? Parce que là, ça veut dire que le bras de mer, en fait, la frontière est toujours poreuse, en fait, les gens peuvent passer. Donc là, est-ce qu'il y a vraiment une efficacité? Et pourquoi pas aujourd'hui, on s'assoit sur une table entre le gouvernement français et le comorien à chercher d'autres solutions qui sont sur le co-développement. Parce que là, c'est vraiment un step de désolation.
Après, l'État va dire qu'on doit se faire justice, mais c'est pas normal. De nombreuses expulsions ont donc une nouvelle fois eu lieu ce week-end, tandis qu'une centaine de départs volontaires auraient été enregistrés. Comme quoi les semaines passent et la crise des expulsés ne semble faire que commencer. Et Ali Nizari, le président de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, devait être avec nous sur le plateau ce soir pour réagir. Et au vu de l'heure tardive et de peur de se faire agresser sur le chemin du retour, l'entretien s'est tenu plus tôt au micro de Pierre Bellucci. On l'écoute. Ali Nizari, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si vous êtes venu un peu plus tôt, si on a enregistré cette interview, c'est parce que vous m'avez confié hier avoir peur de rentrer. Vous vivez dans le Nord, peur de prendre la route la nuit. On en est là actuellement à Mayotte? Oui, c'est une triste réalité malheureusement qui frappe notre département. Donc, je pense que beaucoup de personnes partagent cet avis, malheureusement. Tout à fait, beaucoup de personnes partagent cet avis, c'est pour ça que je vous pose cette question. Il y a un climat de psychose qui est alimenté notamment par la crise des expulsés. Alors justement, vous, la crise des expulsés, elle vous touche, elle vous concerne aussi avec l'UDAF, et vous avez proposé des solutions pour justement remédier à cette crise et tenter de reloger ces personnes, ou en tout cas de les sortir de cette place de la République. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Avant de proposer les solutions, nous avons quand même donné notre point de vue. Oui. Il faut savoir que depuis le début de cette crise, malheureusement, il n'y a pas eu de solution. Tout simplement parce que les personnes qui sont censées réfléchir, ils passent leur temps à polémiquer sur tout. Nous sommes en train de voir toutes les associations humanitaires ou comoriennes qu'au lieu de chercher la solution, ils sont en train de dénigrer, d'insulter, de donner des leçons aux Mahorais, alors que le problème est beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui, l'urgence pour l'UDAF, en tout cas, c'est trouver des solutions pour que ces personnes-là puissent quitter la place de la République très honnêtement. Malheureusement, les efforts qui sont employés par les associations ne vont pas dans ce sens. Et nous, on déplore vraiment cette manière de faire. Donc, on demande à ces associations-là déjà de changer de discours, parce qu'il ne suffit pas de réciter bêtement les conventions, les lois internationales pour dire que là, on trouvera la solution. Ici, nous sommes sur un territoire où il y a une particularité. Tout le monde parle de particularité, notamment justement la capacité du département à pouvoir offrir un logement à tout le monde et logement d'urgence. Donc il faut faire avec les moyens de bord. C'est ce que nous préconisons. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des solutions qui sont discutables, mais en tout cas des solutions innovantes qui tiennent en compte, parce que l'UDAF, on n'est pas quand même... On ne va pas jusqu'à dire réclamer l'impossible. C'est ce que font ces associations. Ils demandent à l'État et aux collectivités locales l'impossible. Nous, on estime qu'il y a quand même des solutions. Notamment, la première des solutions pour nous, ça serait déjà que ces associations-là laissent la place aux religieux. Pour nous, les religieux sont à même d'aller négocier avec les familles, notamment les familles mahoraises, pour que ces personnes-là puissent être logées. Parce que nous sommes quand même sur une société où la famille a une rôle importante. Donc, l'UDAF peut jouer un rôle de médiation. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution pour nous, c'est... On a imaginé la création d'un dispositif qu'on appelle famille d'accueil des expulsés. On pourrait imaginer que les collectivités locales et l'État lancent un appel à candidature à des familles qui souhaiteraient accueillir des familles chez elles, des familles expulsées. Alors vous, justement, sur ce point, parce que je connais vos solutions, sur ce point, est-ce que justement vous avez des familles déjà qui ont pris contact avec vous? On sait que l'UDAF, ça réunit plusieurs associations. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec des familles qui se porteraient volontaires pour accueillir les expulsés? Bon, pour le moment, nous avons, fait une petite enquête, justement. Oui, il y a des familles qui se... Mais le problème, c'est que là où ça bloque, c'est au niveau des associations qui gèrent la crise. C'est là où ça bloque. Est-ce qu'ils seront... parce qu'il y a aussi cette question... Ils ont été expulsés des villages et il y a beaucoup de villageois qui ne veulent pas qu'ils reviennent aussi dans les villages. Non, c'est pas une question de revenir dans les villages, mais
là, justement, il faut savoir que nous parlons des personnes en situation régulière. Nous, les personnes en situation irrégulière, l'État a déjà fait son travail, il le fait bien d'ailleurs. Nous, on s'intéresse aux personnes qui sont censées être en règle sur le territoire. Donc, pour le moment, on connaît pas, on n'a pas fait on n'a pas interrogé ces familles-là pour savoir si elles souhaiteraient retourner dans les communes où ils ont été expulsés ou dans d'autres communes. Donc, il faut faire un travail sérieux. Et ce travail sérieux, ce qui va le faire, c'est les associations qui sont sur place. Mais ils ont d'autres centres d'intérêt. C'est la réalité. Vous avez d'autres solutions? Il y en a oui, 5 voilà. La troisième solution, nous appelons quand même la générosité aux fonctionnaires métropolitains. Nous voyons quand il y a pendant les vacances, les logements sont vacants. Et donc on pourrait imaginer qu'il y ait un contrat tripartite entre le fonctionnaire, la famille expulsée et une structure qui sera désignée par l'État pour que les choses se passent bien déjà. Voilà, donc on pourrait aussi creuser là-dessus. La quatrième solution, ça serait aussi... vous savez, quand on est en situation régulière sur un territoire, on a la capacité d'aller louer, comme tout le monde. Moi, je peux louer, voilà. Et on peut imaginer qu'il y a aussi des personnes qui sont en mesure d'aller louer, mais là, ce qu'il faut peut-être aussi, c'est juste de les accompagner. Les accompagner à avoir un local, un logement vacant, et puis aussi accéder aux dispositifs qui existent pour les personnes en situation régulière. Et la cinquième solution, c'est aussi un appel à la générosité des franco-comoriens. On a beaucoup de franco-comoriens qui sont ici, on ne les entend pas. Et moi, je suis désolé de le dire, mais ils ont quand même un mot à dire sur ces familles parce qu'après tout, ce sont des compatriotes. On ne les entend pas. Ils peuvent aussi jouer à la générosité. Voilà un peu les solutions qui sont quand même discutables et qui, encore une fois, je le répète, concernent que des personnes en situation régulière. Alors, dernière question, ces solutions, qu'est-ce que vous pouvez en faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? On attend, on a demandé, ça fait déjà quand même quelques temps, nous avons demandé une rencontre aux associations qui sont sur place pour qu'on puisse échanger, pour voir comment on peut mettre en œuvre ces solutions-là. Moi, je suis convaincu que du côté des collectivités locales et de l'État, les choses vont se passer convenablement. Là où ça bloque, c'est au niveau de ces associations, malheureusement. Donc moi, vraiment, j'appelle à la responsabilité de ces associations-là, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de changer de discours parce qu'on n'est pas, c'est vrai que les lois, ils prévoient beaucoup de choses, mais on est sur un contexte complètement différent. Donc il faut qu'on en tienne compte, voilà, qu'on s'adapte au contexte du département et qu'on ne demande pas comme l'impossible. Et surtout, lorsqu'on demande l'impossible, on crée ces personnes qui sont expulsées, pour elles, c'est tout à fait normal. Donc ils se mettent ça en tête et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est quoi? C'est des émeutes parce que tout simplement, ils ont été déçus de ce qu'avait proposé le préfet et c'est une triste réalité. Et qu'est-ce qu'on a vu après? C'est débordement, etc., etc. Donc moi, je m'appelle vraiment à la responsabilité de ces associations-là. Et je pense que si on réfléchit bien, si on peut trouver une solution. Voilà. Merci beaucoup Ali Nizari. Je Merci. rappelle que vous êtes le président de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Merci beaucoup. Ali Nizari était au micro donc de Pierre Bellucci. Et le plan global sécurité pour Mayotte, dit plan Mayotte sécurité pour tous, a été, on le sait, dévoilé par le gouvernement jeudi dernier. 25 mesures dites pour l'avenir ont ainsi été prises. Cadre d'action robuste et partage, coproduction de sécurité vertueuse et moyens renforcés. Ce partage se divise en 3 axes. Mais ce plan répond-il véritablement à l'urgence de sécurité qui touche le territoire? Nous avons posé la question au syndicat de police. Je vous propose d'écouter leur réaction dans ce reportage d'Adèle Laurent. Mayotte fait actuellement face à un problème d'insécurité grandissant. Face à cela, un engagement particulier de l'État est nécessaire. Jeudi dernier, le gouvernement a donc rendu public le plan Mayotte sécurité pour tous. Celui-ci repose sur 3 axes. L'élargissement des actions de lutte contre l'insécurité et la réforme de la gouvernance des forces de sécurité. La création de partenariats avec la société civile et le renforcement des effectifs et des moyens des forces de l'ordre. D'ici septembre, 76 policiers, tous services confondus,
Et 26 adjoints de sécurité devraient ainsi arriver sur Mayotte. Mais dans le même temps, de nombreux départs sont prévus dans tous les services. La préfecture affirme qu'il y aura bien création de postes et non remplacement des effectifs qui quittent l'île. Mais du côté des syndicalistes, le doute persiste. Écoutez, à l'heure actuelle, ces 25 mesures ne remplissent pas les attentes qu'on avait et qu'on dénonce depuis très longtemps maintenant, notamment avec l'annonce de 76 policiers et de 26 adjoints de sécurité, tout en sachant que d'ici septembre, il va y avoir de nombreux départs. Donc on nous annonce tous services confondus, aussi bien la PAF que la DDSP. Le problème, c'est qu'il y a pour l'heure aucune répartition distincte concernant le départ et les arrivées des fonctionnaires. Si demain on nous disait clairement que 76 policiers arrivaient en plus des fonctionnaires actuellement présents, ça serait une très bonne nouvelle. Mais la réalité n'est pas là. Dans la même mesure, on nous dit que concrètement 14 policiers supplémentaires vont arriver à moyen terme. Donc là on précise bien les policiers supplémentaires. Le moyen terme, c'est trop loin déjà. L'urgence, elle est aujourd'hui, elle a été ce week-end, elle sera encore demain et toute la semaine. Un manque de personnel criant. En effet, les forces de l'ordre travaillent en flux tendu depuis plus d'un an. Et de nombreuses mesures du plan sécurité reposent sur les années qui dépassent 2017, comme celle spécifiant que d'ici 2019, 89 effectifs supplémentaires au total devraient rejoindre les unités de gendarmerie mahoraises. Certains se demandent donc si ces mesures répondent bien à la situation d'urgence qui touche Mayotte et si des mesures immédiates ne devraient pas être prises, comme la mobilisation des militaires présents en Petite Terre. Je rappelle quand même qu'on est en état d'urgence, que Mayotte c'est la France. Partout en France, en métropole, on voit les militaires patrouiller dans les zones de gare, là où il y a de l'affluence de public. À Mayotte, il n'y a rien qui est fait. Donc on a des renforts de gendarmerie, heureusement qu'ils sont là. La situation est quand même très compliquée, même avec les renforts de gendarmerie. Donc il nous faut encore beaucoup plus de monde. On a pu voir donc le week-end dernier les émeutes qui ont éclaté en plein centre-ville, au niveau de la Barge. Si une présence militaire était mise en place, peut-être que ça dissuaderait certains délinquants. Une population mahoraise dans une situation d'exaspération et des forces de l'ordre épuisées et en sous-effectif. Même si le ministère de l'Intérieur et celui des Outre-mer affirment que la sécurité à Mayotte constitue une priorité pour le gouvernement, nombreux sont ceux qui se demandent si ce nouveau plan de sécurité répond bien aux besoins plus qu'urgents de Mayotte. Et direction maintenant le port de Longoni. Ce matin, nous recevions sur le plateau Jacques-Martial Henry, chargé de mission communication et relations institutionnelles au sein de la société MCG. Après la décision du Conseil d'État, il a réaffirmé que Mayotte Channel Gateway n'avait pas l'intention d'expulser la Smart. Néanmoins, suite à une autre décision de justice, MCG, ou plus exactement Manuport, a perdu le nouveau contrat qu'il a lié à la société CMA-CGM. De ce fait, le délégataire ne fait plus de manutention et cela aurait déjà des conséquences sur les emplois. Écoutons donc Jacques-Martial Henry lors de la matinale de Kwesi. Si aujourd'hui on donne pas l'occasion à MCG de réaliser les projets qu'il souhaite réaliser pendant les 15 ans, c'est sûr et certain, il va arrêter des contrats de certains cadres, mais aussi de certains salariés. Là, il faut savoir que tous les jeunes qui ont été embauchés pour assurer de la manutention, il y a eu une suspension de leur contrat jusqu'au mois de janvier 2017, si les choses vont bien. Donc ce sont les Mahorais, les jeunes de Mayotte qui subissent les conséquences de ces dysfonctionnements, de ces paralysies et de ces... Ça concerne combien de personnes à peu près qui ont... il y a plus de 50 personnes qui se retrouvent aujourd'hui en chômage technique. Ouais. Et ça, c'est très grave. Et de son côté, la société Smart a tenu à préciser qu'elle s'est vue délivrer un agrément de la société MCG. L'arrêt du Conseil d'État n'a de ce fait plus aucun effet quant à l'expulsion de la Smart du port de Longoni. Autre sujet maintenant qui font l'actualité de ce lundi 6 juin, la prière de samedi dans l'hémicycle Younoussa Bamana ou encore Théophane Narayanin qui s'apprête à poursuivre Air Austral en justice. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref.
Samedi, et face à tout ce qui se passe actuellement à Mayotte, une grande prière a eu lieu au sein de l'hémicycle du conseil départemental. À l'initiative des femmes leaders et dès 6h du matin, des dizaines de personnes venues des 4 coins de l'île ont rejoint peu à peu les Fundis déjà sur place. 4 sortes de prières protectrices ont été faites afin, selon les personnes présentes, que Mayotte soit épargnée par la violence et protégée face à ceux qui souhaitent la voir sombrer. Beaucoup se sont alors remémorés les années 75, faites de combats et de prières pour que l'île reste française. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, les prières et les luttes sont tout autres. La crise actuelle est sans précédent et la population mahoraise semble cette fois parler d'une même voix. En effet, à droite comme à gauche, l'union sacrée semble désormais de mise. Vendredi, le nouveau Boeing 787-800 d'Air Austral s'envolera pour Paris. Un vol inaugural très attendu et annoncé comme une mini-révolution pour le 101e département. Mais avant même que l'avion ne décolle, une polémique vient de naître suite aux propos de l'un des actionnaires de la compagnie. En effet, Théophane Narayanan, par ailleurs patron d'IBS, envisage de porter plainte contre la direction d'Air Austral pour abus de biens sociaux et trafic d'influence. L'actionnaire s'insurge notamment contre le récent voyage à Seattle qu'il juge de complaisance. Il n'hésite pas ensuite à remettre en cause ces nouveaux Boeing qu'il considère de mauvaise réputation avant de s'interroger sur le prix des billets et le manque de transparence quant au compte de la compagnie. Des avocats travaillent d'ailleurs actuellement sur une plainte qui pourrait faire grand bruit et gâcher la fête prévue vendredi. De son côté, la direction a tenu à clarifier les choses quant aux rumeurs qui donnent l'avion défaillant, car si une pièce doit bien être changée aujourd'hui, cela n'aura aucune incidence sur le vol de vendredi. Le 8 septembre 1942, un Catalina 713 L209 sombrait dans les eaux du lagon de Mayotte à la suite d'un crash. En effet, lors de la Seconde Guerre mondiale, les forces britanniques ont occupé Mayotte et notamment Dzaoudzi où était situé leur quartier général militaire. Le 8 septembre, peu après son décollage, 5 explosions détruiront le Catalina suite à un problème technique jamais élucidé, tandis que 9 personnes perdront la vie. En septembre 2013, des plongeurs de la société Jimfar retrouveront l'épave dans le lagon mahorais. Ce week-end et à l'occasion d'une plongée de 3 jours aux alentours de l'îlot Mitterrand, Marc Alaria et la Banque d'images de Mayotte ont pu ramener ces images et ces nouvelles vidéos exclusives des restes de l'épave, qui nous rappellent que Mayotte n'a pas été épargnée par les guerres. Et on termine avec ce qui s'est passé samedi. La 33e édition de la course de pneus s'est tenue dans les rues du chef-lieu. Mais si le départ a bien été donné, la course a dû être annulée en raison d'affrontements entre des bandes de Cavani et Mgombani. Les forces de l'ordre ont été contraintes d'intervenir et une dizaine de blessés sont à déplorer. C'est donc une nouvelle fête qui se voit gâchée, comme ce fut le cas déjà il y a quelques semaines avec l'événement Battle of the Year. Les explications dans ce reportage d'Abbas Alidi, Pierre Bilucci et Leslie Vimnet. Ils ont encore gâché la fête. Les semaines passent et il apparaît désormais évident que certains individus ont décidé de perturber chaque événement qui se déroulera à Mayotte. Samedi, la célèbre course de pneus avait pourtant fait le plein de spectateurs et de participants. Tout semblait alors réuni pour que ce grand moment de partage ait lieu. C'est un événement qui est très bien, donc on est là pour bien l'accueillir. Malheureusement, il y a eu des soucis avec les jeunes, mais d'après les renforts, on a bien renforcé avec la préfecture, tout le monde. Ils ont pris les choses bien en main, donc c'est bien parti et puis c'est bien pour la commune d'organiser. C'est très bien, quoi. Malheureusement, quelques minutes après le top départ des enfants, des bandes rivales de Cavani et Mgombani se sont affrontées comme ils l'avaient déjà fait la veille. Véhicules endommagés, locaux du nouveau bâtiment Apollo à Mgombani saccagés, mais aussi bouteilles de verre jetées sur la chaussée alors que la plupart des enfants concouraient pieds nus. Cet homme qui a assisté au débordement n'a pas hésité à balayer la route pour que la course continue. On a vu les jeunes de Mamoudzou, de la commune de Mamoudzou en fait, se lancent des cailloux avec les policiers, tout ça. Mais
tant que je vis qu'il y a quand même la course de pneus. On n'a pas le choix et j'ai l'habitude quand même, j'ai vu qu'il y a certains gamins là qui marchent en pieds nus. Donc là, on ne peut pas laisser les verres par terre et faire la course en fait. C'est pour cela que je suis là. Les forces de l'ordre ont une nouvelle fois dû faire usage de gaz lacrymogène, ce qui n'empêchera pas les émeutiers de délocaliser rue du Commerce et notamment devant la mairie. Une mairie qui, au regard de la situation, a été contrainte d'interrompre l'épreuve pour la sécurité de tous. De quoi se poser des questions sur les moyens d'enrayer ces phénomènes de bande. D'après ce que j'ai compris, ce n'était pas visé, ce n'est pas la course qui était visée, c'était l'événement, l'actualité du moment. Les jeunes entre eux, ils se tapent et apparemment hier soir il y a eu déjà des événements, une bagarre qui a eu lieu hier soir et puis ça s'est répercuté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'aujourd'hui, c'est que tout le monde s'assoit ensemble, que ce soit les jeunes, parce que c'est eux les premiers concernés, les parents, les forces de l'ordre, tout le monde, pour qu'on essaye d'étudier ensemble la meilleure des formules pour apaiser cette problématique qui tue le pays. Après Battle of the Year le mois dernier, ces nouveaux débordements en marge de l'un des plus beaux événements organisés à Mayotte prouvent que les délinquants ont décidé que plus rien ne se tiendrait sans leur bon vouloir. Alors Pierre Bellucci, on a vu dans ce reportage en fait une fête qui date d'il y a qui a 33 ans maintenant, qui a été gâchée tout simplement par ces événements malheureux. Un week-end marqué par des agressions multiples. En ce moment, le climat est vraiment très tendu à Mayotte. Vous confirmez et les événements également. Ah oui, je confirme, et je crois que tout le monde confirme, parce que quel week-end, quel gâchis, quel ras-le-bol aussi de la part de toute la population. Tout le monde en a marre parce que plus rien ne peut se tenir. C'est un événement qui est superbe, la course de pneus. On le voit, il y a une mixité. C'est un emblème de Mayotte. Effectivement, et puis à l'échelle internationale. D'ailleurs, les médias nationaux tout de suite se sont emparés de ce qui s'est passé et en ont fait les gros titres. On pense à BFM TV notamment qui tout de suite a parlé de ce qui se passait à Mayotte et notamment cette course de pneus annulée. Parce que voilà, il y a eu une mixité extraordinaire lors de cet événement. On le voit, des enfants, des personnes âgées. Voilà, tout le monde est réuni autour d'une fête qui est vraiment magnifique. Et là, elle est encore une fois gâchée. Alors, dans le reportage, certains disent la fête n'était pas visée. Enfin, ils auraient pu s'affronter ailleurs. On imagine quand même que voilà, ils savaient que en s'affrontant à cet endroit-là, ils allaient montrer déjà qu'ils s'affrontent, et puis ça allait forcément gêner, déranger, et c'est aussi l'objectif recherché. Mais oui, c'est vrai que c'est un week-end qui est absolument terrible. Parce qu'il s'est passé un nombre de choses et des choses très très graves. C'est là où on a l'impression que on n'arrête pas de dire on franchit des paliers dans la délinquance, mais aujourd'hui on se demande où ça va s'arrêter, parce que là les paliers c'est chaque week-end maintenant qui sont franchis. Là, on le voit, agression, incendie, tentative d'assassinat, et de plus en plus, notamment, nous l'avons évoqué dans les brèves. Donc là, ce n'est plus que de la délinquance de survie, comme on a pu le dire pendant un moment. A priori. Mais écoutez, on vient d'apprendre il y a quelques minutes qu'il y avait un braquage d'un camion de Maïko avec des jeunes avaïbés cagoulés qui s'en prennent aujourd'hui. Donc vous voyez, quand on parle de caps qui sont franchis dans la délinquance, aujourd'hui on braque des camions. La Brinks n'a qu'à bien se tenir, parce que lorsqu'on voit aujourd'hui les braquages qui ont lieu et l'organisation de certaines de ces bandes lorsqu'ils commettent leur délit, on se dit que vraiment ça vient de n'importe où. La délinquance est de plus en plus anarchique et on franchit des paliers sans cesse. Donc c'est vraiment très inquiétant. Et puis on se demande ce qu'il est possible de faire surtout. Alors c'est vrai qu'on évoque l'armée, les policiers eux-mêmes aujourd'hui évoquent l'intervention de l'armée. Pourquoi pas, le préfet en a la possibilité. Ça montre à quel point la situation est grave. Mais c'est surtout qu'Amina, nous sommes en état d'urgence à Mayotte. Et hormis à l'aéroport, on se demande où les mesures d'état d'urgence ont été mises en place. Donc effectivement, que l'armée, alors dans quel cadre, comment, c'est une toute autre chose, et c'est au préfet et aux services compétents de délimiter le champ d'action des militaires. Mais on pense à ça, parce qu'il va vraiment falloir qu'à un moment donné, il y ait des actions fortes, immédiates,
pour que la sécurité des citoyens soit assurée. Parce que là, aujourd'hui, les citoyens ne sont plus en sécurité. On le voit, des voitures qui crament en plein milieu de la route. Enfin, ça devient très très grave, ça devient très dangereux. Et si nous avons enregistré cette interview, c'est parce que Ali Nizari venait de Bandrabois et nous a expliqué qu'il ne pouvait pas, il ne souhaitait pas venir et traverser jusqu'à Bandrabois tous les villages en pleine nuit. C'est quand même grave. Alors demain, le ramadan va commencer. Pierre, est-ce qu'on peut s'attendre à plus de calme, notamment puisque c'est un mois saint, un mois où les gens sont censés être dans une ferveur de foi et de prière? En tout cas, c'est ce qu'on espère. Maintenant, quant à l'assurer, c'est compliqué parce qu'on a vraiment l'impression que le climat est tellement tendu. Et puis, ce qui est aussi terrible, c'est qu'il y a un engrenage dans tout ça. Parce que forcément, il y a une colère qui monte de chaque côté, que ce soit du côté des expulsés, que ce soit aussi du côté de ceux qui expulsent et qui ensuite, il y a des représailles derrière, alors que certains s'appuient sur la loi. Comme c'est le cas à Tanafoudou. Et tout ça, c'est un engrenage où les esprits s'échauffent, où les rancœurs risquent de prendre le dessus sur la foi. On n'espère pas, mais dans le climat actuel, on se dit que ça va être compliqué et on espère qu'en tout cas ce mois sacré va être respecté. Mais malheureusement, la plupart de ces jeunes qui commettent des délits et la plupart des délinquants, on ne pense pas qu'ils soient très très croyants et qu'ils respectent ce mois de Ramadan. En tout cas, on espère quand même qu'il y aura un peu plus d'apaisement durant ce mois. Tout à fait. Et c'est ici, merci beaucoup Pierre, et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5 et disponible également sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale sur KTV et les ondes de Kwezi FM. À 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif K-Sport. Et enfin, toute la rédaction et moi-même, nous vous souhaitons un bon mois de Ramadan. Excellente soirée à vous sur KTV.